l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique est pleine de ressources. On s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici en France, quand je vais chez le boulanger, c'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Ça, je devais le dire avant de quitter. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. C'est une question qu'on peut se poser intellectuellement. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois bac plus 6, bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon. Et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc, ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Ça vous blesse aussi par moments? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, eh bien, au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Moi je trouve extrêmement hypocrite la minute de silence des dirigeants européens. Je la trouve scandaleuse. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait des années qu'ils nous resservent le même discours et la politique de l'Europe aujourd'hui, c'est une politique uniquement sécuritaire. C'est-à-dire, on est une forteresse et on va empêcher ces gêneurs d'arriver. En plus, on a dit qu'on triplait les sommes qui étaient affectées à l'opération Triton. Mais triplé, c'est uniquement ce qu'a fait l'Italie pendant un an avec l'opération Mare Nostrum. C'est-à-dire qu'on va arriver exactement au montant de Mare Nostrum. Moi, ce que je constate, moi je travaille sur l'Afrique, ce que je constate, c'est que l'histoire des migrations, c'est l'histoire de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Europe a envoyé entre 1850 et 1914 50 millions de personnes dans le monde. Elle a envoyé les Irlandais aux États-Unis. Les États-Unis, première puissance mondiale, c'est quoi? C'est un pays d'immigrants. Alors,
ces immigrés que nous voyons comme un danger, ça a été partout dans l'histoire du monde un facteur d'innovation. Regardez les services d'urgence le week-end quand vous allez à l'hôpital. Qui est là? Ce sont des étrangers. Quand les gens viennent, c'est parce on a des besoins d'eux, il y a des filières. On a besoin d'eux dans l'agriculture, on a besoin d'eux dans le BTP. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre sur le même plan les immigrés pour des raisons économiques et les immigrés pour des raisons politique. Mais quand on dit l'Europe ne doit pas accueillir la misère du monde, moi je trouve ça extrêmement choquant. C'est pas la misère qu'on accueille. Ce sont des gens qui ont des compétences, ce sont nous. Ce sont nous à un autre moment de notre histoire. Et ce qu'on voit, c'est que les flux de migration s'inversent. Par exemple, les Portugais ont colonisé l'Angola. Les Angolais sont venus travailler au Portugal, mais aujourd'hui l'Angola se développe. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Eh bien, les Portugais vont s'établir en Angola. On voit la même chose entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, entre l'île Maurice et Madagascar. Parce qu'on oublie de dire que 9/10 des migrations se font à l'intérieur du continent africain. Et en fait, un pays devient attractif quand il se développe, quand il crée de la richesse. Et demain, eh bien, cette Afrique qui croît à 10% par an et qui est considérée par nos entreprises et par nos ONG comme un Eldorado, parce qu'il faut bien dire en même temps qu'on envoie des ONG à tire-larigot en Afrique et on envoie des entreprises. Eh bien, demain, ce sera peut-être le continent qui sera pour nous l'avenir. Et je trouve que notre façon aujourd'hui de considérer ces gens Frontex qui sont dans des situations soit de demande économique avec des compétences, soit dans des situations de détresse politique et relevant de la Convention de Genève, on ne peut pas avoir uniquement une vision sécuritaire. Attendez, quand on dit on va couler les bateaux, on va faire Angry Birds en Méditerranée, ça veut dire quoi? C'est monstrueux de dire on va couler des bateaux. Couler les bateaux après avoir recueilli les migrants. Comme les drones américains. Comme les drones américains ont sauvé les otages. On l'a vu. On voit à chaque fois qu'on veut éliminer les gêneurs, on fait des erreurs. Et je trouve que cette façon de l'Europe qui a toujours été une terre d'accueil, qui a toujours été une terre à creuser, sa façon d'agir est absolument inacceptable. Ce sont des familles entières qui cotisent parfois. Pour faire partir quelqu'un, et ce n'est pas 1000 €, parfois ça va entre 1500 € et 7000 €. Ouais, 10 000 depuis le Sénégal ou la Gambie ou la Guinée pour venir juste. C'est pas la misère. Quand quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là,
vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Oui, je crois que c'est important de dire que les migrants qui sont dans le monde envoient en Afrique plus de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que l'aide publique au développement. C'est-à-dire que cette diaspora africaine qui est dans le monde joue un rôle considérable dans le développement de l'Afrique. Et le développement, c'est un jeu à somme positive. Parce que les pays qui se développent deviennent des partenaires et on échange avec eux. Et je reprends ce que dit Fatou. C'est-à-dire qu'un pays qui se développe, nous allons chez lui. Il nous envoie plus, ces migrants. Et l'histoire du monde, c'est ça. C'est l'histoire de migration qui n'arrête pas de changer de sens. Mais tout le monde en bénéficie. Tout le monde. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais c'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des gens. Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris, que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Le débat est assez intéressant puisqu'en fait il montre les limites qui sont à la fois celles de notre hypocrisie et celles de notre incohérence. Hypocrisie d'abord parce que nous avons créé le problème nous-mêmes. Je veux dire, nous avons colonisé, nous sommes allés dans tous ces pays qui aujourd'hui nous exportent leurs habitants. Et nous en avons importé d'ailleurs. Nous avons branché un très gros aspirateur colonial. Nous avons fait venir des centaines de milliers de personnes. Puis nous avons déjà fermé les frontières dans les années 30. Puis nous avons rouvert dans les années 70. C'était les 30 glorieuses. Puis nous avons fermé après la crise ou essayé. Nous sommes dans l'hypocrisie permanente. Et je crois que Madame a raison sur le sujet de est-ce que l'effet de ne pas les sauver pourrait éventuellement avoir un effet incitatif à ce qu'ils ne traversent pas. Ça n'a jamais fonctionné et probablement que ça ne fonctionnera jamais. Le problème de l'hypocrisie, c'est parce que nous sommes à la fois dans une logique où nous avons supprimé la frontière. Je crois dire que monsieur est plus intéressant sur la partie frontière que sur la partie réalité démographique. C'est-à-dire que le fait d'ignorer la frontière, de la supprimer, de dire, allez, libre circulation, bah, vous ne pouvez pas brancher un aspirateur qui marche dans les deux sens. Soit vous aspirez, et nous aspirons, et ça fait des dizaines d'années que nous aspirons, et nous avons supprimé la frontière. Par contre, le vrai problème, c'est qu'en même temps, nous avons connu une crise de ce qu'est notre identité européenne, pas nationale. C'est-à-dire quelles étaient les valeurs communes qui nous permettaient de cohabiter avec des gens. Alors, parce que ce que nous discutons aujourd'hui, pardon madame, pour des Noirs et des Arabes, je prends ça entre guillemets, c'est pas un terme que... Non, mais moi, je suis noir. Oui, j'entends, mais pour moi, c'est plus des Africains. Vous voyez, la couleur, vous êtes plutôt marron. Il se trouve que je mais suis souvent, noir. les Africains sont c'est noirs. pas le sujet. Nous avons, C'est fréquent, sur c'est ces fréquent. questions-là, eu les mêmes problèmes avec les Italiens,
les Espagnols, les Polonais, le nord de la France. Et ce qui s'écrivait à l'époque sur eux est très exactement ce qui s'écrit aujourd'hui sur les Africains ou les Maghrébins. Les journalistes ont peu de créativité en termes de racisme et de xénophobie. Il faut dire les choses. Ils nous envahissaient, ils violaient les femmes, ils piquaient le boulot, ils créaient le chômage et ils étaient violents entre eux. Plus un peu avinés éventuellement si c'était possible. Dans la réalité, nous avons digéré ces vagues successives. Vous noterez que personne ne parle des Portugais. C'est une curiosité historique, ethnologique peut-être, mais enfin c'est comme ça. Nous les avons digérés parce qu'il y avait un socle commun de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, qui est un joli terme sociologique dont les contenus sont assez indéfinis, mais parce qu'il y avait une logique. Nous avons supprimé cette logique à partir des années 70 et 80 au nom de la partie plus intéressante qui est celle de monsieur sur le multiculturalisme. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'ouverture aux autres, mais je pense qu'il y a une culture qui nous permet de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abus de majorité, pas d'abus de minorité non plus. Comme nous avons supprimé en même temps la frontière et les valeurs communes, nous avons un souci, ce que vous appelez les banlieues, les problématiques, etc. Et je crois que le problème que nous avons, c'est pas de fermer la frontière, parce que le bocal, il y a toujours une ouverture dans un bocal, hein, même dans un aquarium, de temps en temps, il faut nourrir les poissons. Le problème n'est pas le bocal, le problème est de savoir comment on arrive à gérer à l'intérieur d'un bocal qui est en expansion. La question turque est une question centrale et si pour nous elle pose des problèmes politiques, pour les Allemands, elle a été résolue depuis très longtemps. L'Union européenne n'accepte pas la Turquie, mais le Conseil de l'Europe l'a intégrée en 65, il y a 50 ans. Donc nous nous posons des problèmes qui n'existent plus en regardant le rétroviseur et sans jamais traiter de la question fondatrice qui est comment on régule, comment on gère positivement une immigration en partie nécessaire, en partie subie. Mais ce sujet, il a été traité, moi je me rappelle, par Julien Drey, il y a 25 ans, où il disait on pourrait peut-être avoir une situation, alors peut-être pas en payant les visas, mais en créant des quotas d'immigration nécessaires, bref, en créant les conditions d'une régulation qui évite le drame et la mort. Car je pense que personne ici ne va proposer qu'on envoie les canonnières pour couler les bateaux. Aujourd'hui, Frontex ou nos dispositifs de garde-côte ne servent qu'à une seule chose, terminer le travail des passeurs et du crime organisé qui gèrent le trafic d'esclaves. C'est à ça que servent nos gardes-frontières. Ils ne servent pas à protéger les frontières, ils servent à terminer le boulot par des gens qui coulent les bateaux, qui enferment les migrants dans les cales et qui se sauvent. Donc voilà, et il dit encore que la sainte magie de la poésie a son rôle bienfaisant dans un sage plan du monde. Donc même si je n'ai aucun pouvoir, je suis là pour partager mes illusions, mes fantasmes de paix, de fraternité.